Bonjour, bienvenue à notre deuxième capsule pour le cours Éducation et changement social à la maîtrise en éducation à l'Université d'Ottawa. Donc, on va faire un petit portrait historique aujourd'hui avec ce deuxième volet. On va d'abord regarder, s'interroger sur c'est quoi la forme scolaire. C'est un terme qui est utilisé dans les lectures que vous allez avoir à lire. On va faire un retour rapide, mais un portrait ultra rapide là, des grandes théories de l'apprentissage, mais vous allez voir que je vous guide vers d'autres ressources si ça vous intéresse. Encore une fois, ce n'est qu'un portrait global des trois lectures qu'on voit. C'est pas vraiment un résumé non plus. C'est plus pour vous inciter à aller les lire. Par la suite, vous savez que vous devez répondre le quiz du volet pour avoir accès au volet 3 par la suite. Et je vais vous présenter la grande question si vous souhaitez participer, plutôt publier un billet pour ce volet-ci. Donc, la forme scolaire, vous avez deux photos ici, une d'une école québécoise, une d'une école ontarienne, mais vous reconnaissez que les écoles sont très souvent similaires. On a une première là, qui est dans le haut, qui est à Gatineau, qui est une école qui date de la fin du 19e siècle, une école un peu plus récente dans le bas, mais autre que l'année. Ça demeure des écoles qui sont assez similaires sur la manière, l'organisation spatiale. Et donc, qui respecte une forme scolaire qui n'a pas tant évolué depuis la fin du 19e siècle, depuis aussi l'industrialisation qui a vu naître là, ces écoles, sans dire de type carcéral, il y a tout de même, c'est parce que c'est un peu fort, des fois on utilise ce terme-là, je crois que vous l'avez vu dans les lectures là, du premier volet, c'est un peu fort comme mot, mais c'est vrai qu'il y a tout de même une clôture, une cloche, d'un rang à suivre, des règles très claires, une discipline. Donc tout ça, ça fait partie de la forme scolaire qui a une organisation spatio-temporelle propre à cette forme scolaire, à l'école telle qu'on la connaît. Il y a au niveau spatial, on peut penser à la cour d'école, aux clôtures, aux salles de classe, aux corridors. Au niveau temporel, on a les horaires, le découpage des programmes, des années d'école, des années scolaires, là, en première année maternelle, première année, deuxième année, etc. Les programmes, les séquences didactiques dans lesquelles on passe les contenus aussi, ça fait partie de cette organisation-là. Et il y avait cet idéal qui est encore là de transmission d'un héritage culturel, qu'on pourrait dire, qui est basé sur l'humanisme. À la base. Donc, on a des savoirs, ça c'est Bouon qui vous dit des savoirs formalisés qui sont à transmettre, mais ceux-ci ne sont pas nécessairement vus tels que des savoirs construits. Hein. Ils ne sont pas toujours réfléchis de façon critique. C'est plus vu comme étant des objets stables et universels qui sont regroupés en disciplines scolaires. Donc, oui, ça varie un peu sur quelle discipline on met l'accent selon les époques, mais il reste que cette forme-là d'avoir des heures spécifiques dédiées à chaque matière, elle est héritée d'une forme scolaire qui date de l'industrialisation à peu près. Évidemment, l'école, et là, je vous invite à aller voir le lien que j'ai mis sur Brightspace sur qui a inventé l'école. L'école comme concept ne date pas simplement de l'industrialisation, ça précède ça, mais la forme scolaire telle qu'on la connaît et qui a très peu changé, elle, on va la situer plus autour du 19e siècle. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, il y a Vincent 1994 qui est cité dans le texte de Bouon. Vous avez ici là, dans le diaporama la référence plus complète. Un autre élément qui est important pour comprendre les différentes lectures, c'est peut-être de faire un retour sur les grandes théories de l'apprentissage que vous avez normalement vues dans votre formation à l'enseignement et probablement revues dans le cadre de d'autres cours ou revues dans le cadre de vos fonctions, que ce soit comme enseignant ou comme direction ou conseiller pédagogique. Donc, au niveau de ces grandes théories de l'apprentissage, moi, j'ai pas l'intention de vous les expliquer ici. Si vous avez besoin d'un rafraîchissement ou si c'est quelque chose que vous connaissez moins, ça se peut. On n'a pas tous eu les mêmes formations. Je vous invite à aller voir
le vidéo que j'ai mis, c'est une conseillère pédagogique, le nom m'échappe, mais vous l'avez là, vous avez la référence complète sur le site de Brightspace, qui les explique et qui explique un peu les limites et le potentiel de de chacun de ces grands courants-là. C'est très bien fait, ça dure environ 15 minutes. Donc, une bonne façon d'aller se rafraîchir la mémoire si c'est un peu loin dans notre tête. Et là, je vous ai fait une ligne du temps qui est un petit piège parce que quand on la regarde comme ça, cette ligne du temps-là, ça a presque l'air d'être une évolution. D'abord, deux aspects qui sont problématiques. Ici, on a l'impression que c'est linéaire, donc qu'il y aurait à chaque fois un courant d'apprentissage à une époque fixe et que ça évoluerait vers un autre courant d'apprentissage à une autre année fixe. Donc, un aspect très linéaire à cette ligne du temps qu'il faut faire attention. Donc, ils ont aussi l'air très séparés les uns des autres. Et autre chose, ça fait une flèche, donc on dirait presque que c'est comme un progrès absolu, alors que c'est pas si simple que ça. Donc, oui, je l'ai fait parce que visuellement, c'est beau et que oui, historiquement, ces courants-là sont à peu près arrivés dans cet ordre-là. Là aussi, vous pouvez faire une petite recherche historique. Il y a des penseurs qui sont propres à chacune de ces théories-là. Mais c'est pas simplement une évolution linéaire. Donc, c'est là où vient le piège et pourquoi j'ai mis aussi les petits trucs pour vous expliquer sur le côté. C'est des courants qui coexistent, qui sont encore de nos jours visibles dans les curriculums. Chacune de ces théories-là, vous allez trouver des éléments dans les curriculums qu'on pourrait associer à un courant ou à l'autre. Donc, ils ne sont pas exclusifs les uns les autres et certaines choses qu'on fait en classe peuvent être basées sur des aspects du cognitivisme et des aspects du socio-constructivisme, mais parfois être beaucoup plus vers le behaviorisme. Donc, c'est pas linéaire dans son aspect que le behaviorisme n'a pas disparu aujourd'hui, ni le cognitivisme, ni le constructivisme. Donc, gardez ça en tête. Toutes ces théories-là ont influencé, continuent d'influencer tous les aspects de la vie pédagogique, que ce soit les savoirs, donc les liens à faire avec le texte de Bouon, l'enseignement-apprentissage, le rôle de l'enseignant, le rôle de l'élève, le matériel pédagogique qu'on utilise, l'évaluation, comment on évalue en classe, mais aussi elles ont eu un impact profond, et c'est là le lien avec le thème du cours sur les réformes qui sont en lien avec les changements sociaux. Donc, ces grandes théories-là ne sont pas à prendre hors de leur contexte socio-temporel. Donc, c'est à aller voir aussi comment ça s'insère et ça s'explique par les changements sociaux. Des liens à faire entre ces courants-là et les phénomènes plus larges de la société. Donc, on le voit au travers des réformes pédagogiques. Si on regarde le socio-constructivisme, à peu près toutes les réformes récentes à l'échelle canadienne sont basées sur beaucoup d'éléments socio-constructivistes. Reste que les savoirs qui sont mis en contenu par la suite ne le sont pas nécessairement, mais l'idéologie de départ, les grandes indications qui sont là pour l'enseignement sont généralement basées sur le socio-constructivisme. Donc, un impact important sur les réformes pédagogiques, sur les valeurs aussi qui sont prônées par les conseils scolaires, par les établissements scolaires. Donc, on va le voir, on peut aller regarder les différents textes, les différentes politiques du ministère aussi, puis aller faire des liens avec les grands courants de l'apprentissage. Donc, je ne vais pas dans le détail de ce que chacun de ces courants-là veut dire. Si vous souhaitez le faire, vous allez sur Brightspace et vous avez un lien dans les liens supplémentaires. Donc, si on va aux lectures, vous aviez un texte de Delvaux qui est un texte belge qui date de 2015, donc qui est assez récent. Et il s'intéresse beaucoup à savoir si la forme scolaire, c'est l'un des aspects qui l'intéresse, mais moi je dirais que c'est assez central dans le texte. Est-ce que la forme scolaire est réellement perméable au changement? Donc, il va regarder cette question de changement, de mutation sociale. Il va voir d'ailleurs des sociologues allemands là, pour vraiment regarder qu'est-ce que ça veut dire ce changement-là. Et pour lui, on est dans une nouvelle société. Donc, il élabore un peu sur qu'est-ce que cette nouvelle société. Et finalement, il se demande qu'est-ce que la forme scolaire vient faire là-dedans? Est-ce qu'elle réussit
à s'adapter ou non à cette nouvelle société. Et tout ça, ça nous amène vers 3 scénarios qu'il propose. Donc, il se demande, est-ce que la forme scolaire telle qu'on la connaît est vouée à disparaître, à changer minimalement ou à évoluer sensiblement vers quelque chose de complètement différent? Donc, vous avez les 3 scénarios ici. Je pense qu'ils ne sont pas exactement là, dans le même ordre, là, surtout pour les 2 premiers, à inverser par rapport à ce qu'il y a dans le texte. Vous avez d'abord, disons que moi, pour ma logique, c'était plus les scénarios tels que je les voyais. On avait d'abord cette idée qu'on pourrait continuer dans la forme scolaire. Et c'est pas la forme scolaire telle qu'elle est. Pour moi, ce scénario-là, il est un peu plus réactionnaire, qu'on pourrait dire. Quand on lit comment Delvaux l'exprime, on est plus non dans une idée de continuer la forme scolaire telle qu'elle est présentement parce que elle a déjà commencé à changer. Donc, on est plus dans une idée de retourner vers une forme scolaire plus traditionnelle, donc sans les changements qu'on est en train de voir, parce que cette forme scolaire très traditionnelle, donc par exemple avec une transmission culturelle assez fixe, des disciplines en classe et de la discipline en classe, donc la gestion de classe très importante, bien, ça amène une stabilité qui est nécessaire malgré tout, malgré tous les changements qu'on voit. Mais finalement, c'est un peu un lieu où on est protégé de ces changements-là et où on développe chez les enfants une culture générale commune. Donc, à vous de voir si c'est un scénario intéressant ou pas, ou réaliste ou pas, mais lui dit, OK, c'est peut-être un scénario qu'on va voir, donc d'un certain retour vers des idéaux assez traditionnels de ce qu'est la forme scolaire. Un autre scénario, c'est celui de laisser aller les choses, on pourrait dire. Il parle de ça, je pense que lui, c'est celui qu'il met comme le premier scénario. C'est juste laisser aller les choses telles qu'elles se déroulent en ce moment. On assiste à une certaine fragmentation. Il y a plusieurs changements qui se passent localement, qui se passent selon le groupe d'enfants, selon les besoins. Donc, on est au cas par cas. Donc, on est dans une logique adaptative, qu'on pourrait dire. On a des finalités à court terme. Bon, on a ce problème-là, on le règle de cette façon-là. Et très localement et sans nécessairement une idée commune de ce que doit être la forme scolaire. Donc, on a des projets différents de changements un peu partout qui viennent régler, entre guillemets régler, là, mais qui viennent pallier à des problèmes ou amener des changements qui sont considérés comme urgents dans le court terme. Donc, pour lui, si vous faites la lecture de Delvaux, ben ça mène à la fin de la forme scolaire parce que ça se fragmente. Et que si on laisse les choses aller telles qu'elles le sont, et il dit que c'est le cas en Belgique, je pense qu'on pourrait aussi faire le lien que c'est le cas un peu au Canada, ben, c'est vers une dissolution, disons, de la forme scolaire telle qu'on la connaît, qu'on s'en irait avec ce scénario-là. Et finalement, il parle d'un troisième scénario, qui est celle d'une refonte en profondeur de la forme scolaire pour avoir une école commune qui serait nouvelle. Donc, il dit, on constate qu'on est dans une nouvelle société. La forme scolaire, elle est devenue obsolète, mais cette idée de regrouper les gens, d'offrir une finalité commune, d'avoir des idéaux communs, cette idée de l'humanisme qui est à l'origine de la forme scolaire, bien, est-ce qu'on pourrait renouveler cet humanisme pour correspondre aux changements sociaux auxquels on assiste? Donc, c'est les 3 scénarios qui sont proposés par Delvaux. Ils sont assez importants parce que je vous amène vers ça dans la grande question du volet. Tardif, comme historienne, ça a été vraiment mon texte préféré. Maintenant, je suis consciente, bon, plusieurs d'entre vous travaillent au Québec, mais ça reste une minorité dans la classe, donc on a beaucoup de gens qui travaillent à l'extérieur du Québec, particulièrement en Ontario. Et c'est un texte qui s'intéresse spécifiquement au contexte québécois. Donc, on pourrait dire qu'il est québéco-centré. Malgré tout, je pense qu'il va chercher des éléments historiques qu'on peut transférer à des évolutions et des changements qu'on a vus dans différents systèmes scolaires, du moins au niveau occidental, pas nécessairement exactement aux mêmes années, mais sensiblement dans les mêmes époques. Okay? Il y a
quelque chose de très particulier au Québec en 1960 avec la Révolution tranquille, mais ces changements sociaux très rapides à partir des années 60 ne sont pas observés qu'au Québec. Donc, on peut faire des liens aussi avec ailleurs au Canada, particulièrement quand il parle des contradictions, des hiérarchies et des inégalités qu'on observe dans la société. Je pense que c'est transférable au contexte de plusieurs autres provinces canadiennes. Et ce que j'aime bien dans le texte aussi, c'est qu'il permet de voir les phénomènes sociaux plus larges, de réfléchir aux grandes idéologies, par exemple au néolibéralisme, et à leur impact sur l'éducation. Donc là, je ne vais pas vous lire ça au complet, vous l'avez dans le diaporama sans le son, mais il y avait des idées très intéressantes et j'ai mis cette diapositive-là, j'ai hésité à la garder ou pas, mais je me suis dit, celle-là, elle vient vraiment faire le lien avec le volet 3. Hein? Donc, le volet 3 qui va s'intéresser à la justice sociale et à l'équité. On ne pourra pas couvrir énormément ou autant de choses que j'aimerais sur ce thème-là, mais du moins, Tardif ici vient nous initier un peu à cette thématique-là qu'on va voir dans le volet 3. Donc, historiquement, il s'intéresse à avant les années 60. Il se demande qui avait réellement accès à l'école et c'était quoi les inégalités au niveau de l'école avant les années 60. Donc, vous avez comme une liste ici. On nous dit que finalement, les classes populaires, généralement, n'allaient pas plus loin qu'à l'école primaire. Les collèges classiques, donc et les universités, les études supérieures, même les écoles secondaires, là, à l'époque, qui sont réservées à une élite très minoritaire. Les catholiques francophones qui ont une éducation qui est en temps et en qualité moindre que celle des élèves anglophones protestants. Les filles, les femmes aussi. Les régions rurales qui sont défavorisées par rapport aux régions urbaines. Les enfants en difficulté aussi qui sont exclus des classes, placés dans des institutions s'il y en existe. Et là aussi, la qualité la qualité est questionnable. Et finalement, d'autres gens dans la population qui sont tout simplement pas scolarisés, que ce soit les peuples autochtones ou les handicapés mentaux. Donc, toutes ces inégalités-là, même si elles datent d'avant 1960, si on regarde en 2018, on peut encore voir. Alors, il y a une continuité. Il y a eu du changement au niveau, il y a eu des changements clairs sur l'accès de ces différents groupes à l'éducation. Donc, on le voit entre 1960 et 1980, on a été vers des politiques d'accès à l'éducation. Donc, il y a eu un changement à ce niveau-là. Mais il y a encore en 2018, on voit qu'il y a encore des inégalités. Pas de la même grandeur, disons, mais il y a des inégalités qu'on perçoit très clairement pour chacune des catégories qu'on vient de dire là. Donc, il y a une certaine continuité. Et donc, ça nous amène à regarder les années 1960 à 1980. Donc, au-delà de l'égalité d'accès, on voyait qu'il n'y avait pas réellement encore une égalité des chances. On peut se poser la question si, malgré toutes les politiques qui sont mises en place, est-ce qu'on a maintenant cette égalité des chances? L'école, encore de nos jours, et à cette époque-là, c'est un questionnement qui commence vraiment à prendre de la place. Pourquoi l'école continue de renforcer les inégalités socio-économiques alors qu'elle visait au départ à les amoindrir? Donc, on est dans des contradictions qu'on constate encore à partir des années 1980 et surtout avec la montée du néolibéralisme. Donc, on constate que ces contradictions-là sont très, très, très visibles à l'intérieur de l'école, malgré la volonté claire et surtout du côté des enseignants d'amener une justice sociale plus grande. Donc, je vous invite à lire le texte pour un peu aller regarder ces contradictions-là. Et ce que j'ai aimé beaucoup du texte de Tardif, c'est tout le respect qu'il voue aux enseignants et à la profession enseignante. Donc, à chaque fois qu'il parle d'une période historique, il va voir comment ça s'est passé pour les enseignants aussi.
Donc, c'est assez intéressant, là, cet effet miroir-là, de regarder les inégalités au niveau de l'école et les inégalités au niveau de la profession enseignante. Et il se pose des questions sur la profession de nos jours. Euh, donc, vivre dans une société qui est parcourue, disons, d'idéologies très contradictoires, ça fait aussi qu'on en demande beaucoup aux enseignants et qu'on demande souvent des aspects qui se contredisent. Donc, on donne des exemples ici. On leur demande de passer plus de temps à collaborer avec les autres agents scolaires, avec les parents, mais surtout de se focaliser sur l'apprentissage des élèves, de favoriser l'intégration des élèves handicapés et en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, tout en assurant la réussite des groupes réguliers et je dirais même en assurant l'épanouissement des surdoués. Donc, participer à des activités parascolaires, mais lutter contre l'échec en classe, enseigner des compétences transversales à toutes les matières, mais continuer d'enseigner des programmes obligatoires sur lesquels l'importance est mise sur des connaissances déclaratives et sélectives et qui sont mis dans des examens obligatoires de fin d'année. Transformer l'école en milieu de vie tout en amenant les élèves à faire bonne figure en matière de résultats scolaires, etc. Donc, on fait porter beaucoup de poids aux enseignants et c'est probablement pas facile de se retrouver dans tout ça et c'est pas plus simple non plus pour les directions de jongler avec des éléments contradictoires comme ça. Donc, je vous laisse réfléchir à ces questions-là. Bouon, je ne vais pas aller le voir en détail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se penche vraiment sur cette question des savoirs. Donc, on parlait là, des savoirs, de la transmission des savoirs, des connaissances déclaratives. Ben, c'est un peu ça lui, il se pose comme question. Est-ce que l'école devrait pas changer? Donc, la forme scolaire au niveau spécifiquement des savoirs, c'est ce qui l'intéresse dans son texte. Et j'aimais bien la citation ici. L'école enseigne, elle transpose, elle expose, elle dévoile, elle met en scène, elle évalue, elle rétribue, elle sélectionne. Elle fait tout cela, même si elle sait de moins en moins pourquoi et au nom de quoi elle le fait. Donc, finalement, pour lui, ça change tellement vite en ce moment qu'on ne prend pas assez le temps de se demander pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on enseigne cette matière-là plutôt qu'un autre, pourquoi on enseigne ces connaissances-là de cette façon-là. Donc, toute la question des savoirs, savoir-faire, savoir-être, Bouon nous amène à réfléchir sur la forme scolaire et les changements nécessaires pour l'amener à évoluer. Donc, dernière diapositive, c'est la question qui est au forum de discussion pour le volet 2. Donc, vous vous basez sur les 3 scénarios qu'on a vus de Delvaux, puis lequel, selon vous, est le plus réaliste ou auquel vous vous identifiez comme étant celui qui est souhaitable et pourquoi. Mais évidemment, vous ne vous basez pas seulement que sur Delvaux pour répondre. Vous avez les autres textes et vous avez aussi, on m'a posé la question, est-ce que je peux aller utiliser des textes que j'ai utilisés à l'extérieur? Est-ce que je peux utiliser des exemples? Mais évidemment, je le souhaite très fortement. Si ce n'est pas des textes, toutefois qu'on a vu dans le volet ou dans le cours, ajouter une référence complète à la fin. Mais c'est des liens que j'aime beaucoup et les liens pratiques liés à votre pratique sont particulièrement intéressant. Avant de conclure avant de conclure la capsule, je vous fais des rappels importants. Vous savez que dans l'un des 2 premiers volets, vous devez absolument faire un billet. Donc, si vous ne l'avez pas fait au premier volet, vous devez absolument en faire un pour ce volet-ci. Et si vous l'avez fait au premier volet, vous avez le choix ou non de le faire à ce volet-ci ou au volet qui s'en viennent par la suite. De même, vous avez une participation. Donc, pour savoir ce qu'est une participation, je vous invite à consulter la partie évaluation du plan de cours. Il y en a qui ont déjà commencé à répondre sur le forum de discussion à leurs collègues. Donc ça, c'est évidemment une très bonne façon de participer. Il y a d'autres manières aussi. Donc, vous devez en faire une minimalement avant la semaine de relâche, donc avant le 20 octobre. Je vous invite aussi, la session va aller très vite, donc commencez à réfléchir à votre sujet pour l'évaluation 2A et 2B.
commencer à regarder pour un article pour la partie 2A. Et si vous voulez travailler en équipe aussi, assurez-vous que les personnes souhaitent travailler avec vous aussi. Et si vous avez des doutes sur le sujet que vous avez choisi, le thème, ou si vous avez des doutes sur l'article, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vous souhaite de belles lectures et une bonne écriture et une bonne découverte.